Alors, donc, je reprends, donc mon intervention s'articulera sur 3 points essentiels. De l'évolution du budget du pouvoir central, de la problématique de l'exécution des dépenses d'investissement transférées en province, du transfert de 40% des recettes à caractère national en province. Depuis plusieurs années, donc, les provisions budgétaires du pouvoir central enregistrent une tendance haussière, et nous nous en félicitons. En effet, si on veut partir de l'exercice de 2021, si on prend les 5 dernières années, par exemple, le budget rectifié était à 16 621,6 milliards, il est passé à 22 253 milliards en 2022, 32 456,8 milliards en 2023, 40 986 milliards en 2024 et maintenant à 49 846,8 milliards dans le projet de budget 2025, de l'accroissement de 21,6%, et partant de 2021 à 2025, c'est environ 200%. Alors, la problématique de l'exécution des dépenses d'investissement transférées en province. L'analyse de l'évolution des programmes d'investissement sur le budget général, sans tenir compte des budgets annexes et des comptes spéciaux, indique que la part d'investissement est de 5 275 milliards en 2021, 7 254 milliards en 2022, 11 618 milliards en 2023, 18 575 milliards en 2024 et 21 964 milliards en 2025, représentant en moyenne 38,7% des dépenses du budget général sur la période de 2021 à 2025, dont 48,4% dans le projet de 2025. Ce qui démontre à suffisance que les investissements représentent un poste important dans le budget pour le gouvernement. Cependant, ceci accuse un faible niveau d'exécution, particulièrement les investissements sous transfert aux provinces et ETD, dont l'exécution ne dépasse pas 7% sur la période de 2021 à 2024. À fin septembre 2024, le taux d'exécution est de 1,7%, contraire à l'annexe 1 du budget des investissements, ce qui dénote un paradoxe entre la priorisation des investissements de la prévision et peut-être une attention dans l'exécution. À titre illustratif, pour la ville province de Kinshasa, il se dégage un constat amer sur cette rubrique budgétaire dont le taux d'exécution est passé de 98,6% en 2021 à 6,5% en 2022. Ce budget était nul en 2023 et à fin septembre 2024, il se situe à 4,6% d'après les données des états de suivi budgétaire, annexe 2 du projet des investissements de Kinshasa 2021-2024. Alors, une autre province qui nous est chère en cette période d'occupation, c'est la province du Nord Kivu, précisément dans le territoire du Massissi. Le projet de loi des finances 2025 prévoit d'investissements suivants dans le cadre du PDL 145 territoires, j'en cite que quelques-uns, c'est la construction des écoles, de centres de santé, de marchés, l'acquisition d'équipements d'éducation, la construction de mini-centrales solaires, et j'en passe. La plupart de ces projets étaient déjà repris dans la loi des finances de 2024, mais à ce jour, aucun d'eux n'a été exécuté, on peut deviner pourquoi. Du transfert de 40% des recettes à caractère national en province. Il est constitutionnellement établi la retenue à la source par les provinces de 40% des recettes à caractère national, conformément à l'article 175 de notre Constitution. Malheureusement, cette mesure revêtant une importance capitale pour le développement de nos provinces souffre d'une exécution malgré la succession de plusieurs gouvernements. De ce qui précède, un questionnement se dégage afin d'obtenir quelques éclaircissements du gouvernement. 3 questions. Quel enseignement pouvons-nous tirer de l'évolution, de la croissance de ce budget au niveau du gouvernement central et quelle est l'incidence sur le niveau de vie de la population? Question 2. En ce qui concerne les investissements transférés en province, qu'est-ce qui justifie ce faible taux d'exécution alors qu'il représente un poste important budgétaire et aussi important pour le développement des provinces, toujours dans le même registre? À qui incombe la responsabilité d'engager les dépenses d'investissement transférées en province? Est-ce au gouverneur de la province ou au ministre au niveau central? Alors aussi, comment nous rassurer que les projets d'investissement non réalisés en 2024 seront enfin réalisés en 2025? Dernière question. Concernant le transfert des 40% des recettes à caractère national, qu'en est-il du respect de l'article 175 de la Constitution et de l'application de l'instruction permanente du ministre des Finances qui sont les modalités de répartition et de transfert de ces recettes de la catégorie A, ainsi que l'arrêt interministériel du budget de finances et déficient pour les recettes de la catégorie B. Nos recommandations, il y en a 3 également.
Nous recommandons au gouvernement d'ériger la dépense de transfert aux provinces à titre de fonctionnement en dépenses contraignantes, au même titre que la rémunération, la dette publique, la dépossession de l'administration financière. Recommandation 2, de mettre en œuvre la retenue de 40% des recettes aux provinces afin de renforcer leur autonomie financière, ou alors envisager de solliciter la révision de cet article-là. D'assurer, dernier point, d'assurer un suivi efficace de l'exécution budgétaire, de telle sorte que la loi des finances soit exécutée telle que votée par le Parlement et promulguée par le chef de l'État. Honorable Président, honorable membre du groupe, chers collègues, je vous remercie. Au ministère des structures gouvernementales. Alors, sur le plan, ça c'était sur le plan de la forme, sur le plan du fond, je reviens sur les investissements. Plusieurs collègues se sont atterrés sur ça, mais je relève sous un autre angle le fait que l'affectation des ressources au titre des dépenses et d'investissement constitue un indicateur en tout cas important qui permet de mesurer la volonté politique, mesurer déjà expander la volonté politique, la touche du gouvernement dans sa capacité de réaliser des transformations socio-économiques en vue de faire avancer l'agenda du développement en termes de bien-être collectif et de vivre ensemble. Alors, dans les contextes congolais, le budget n'est pas un exercice désincarné. Toute la documentation qui accompagne la loi de finances 2025 doit s'accorder, être corrélée avec les programmes du gouvernement, en l'occurrence PAC 2024-2028, à travers ces 6 objectifs, et être en ligne droite avec la trajectoire décrite par le plan national stratégique de développement. Mais en lisant les documents 10, intitulé Programme d'investissement public, donc PIB, et le document 6, nous constatons que les enveloppes allouées pour les infrastructures en faveur des différents secteurs de la vie nationale, donc provinces, chefs-lieux de provinces et d'autres agglomérations, les trois traduisent aucune approche, aucune vision structurante de l'économie nationale, si c'était de faire avancer l'agenda de développement. Donc, c'est-à-dire, plusieurs collègues ont y arrivé. Donc, il y a des investissements qui ne sont pas en corrélation dans un écosystème bien donné. Pourquoi est-ce qu'on doit tracer tel ou quel est l'avantage économique de la construction de cette route? Alors, la question serait de savoir quelle est la logique qui a présidé à l'élaboration du portefeuille prévisionnel des investissements en matière d'investissement. Et je m'empêche aussi à donner une recommandation en ce qui concerne l'observation par le gouvernement, la feuille de route sur l'amélioration de la gouvernance en matière d'investissement, feuille de route qui a été élaborée après l'évaluation climat, l'évaluation qui s'est étalée sur les structures et les phasages des investissements. Deuxième point, je pense, c'est le financement de la décentralisation. Il faudrait, Monsieur le ministre d'État, savoir que les budgets des provinces dépendent essentiellement du budget du pouvoir central, en ce qu'une variable essentielle leur permettre de boucler leur approvisionnement, c'est la rétrocession. Quelle est la variable de cet exercice? Chaque année, ce qui est prévu est une variable cardinale qui représente 65% au bas des ressources totales des provinces. Ces ressources ne sont pas mises à leur disposition ou elles sont mises de manière forte, donc de manière aléatoire, de manière forfaitaire et à une fréquence aléatoire. Moralité, c'est quoi? Les budgets de province sont les budgets du pouvoir central est à l'origine d'un manque de crédibilité des budgets de province. Parce que cette variable-là, qu'on met à la disposition des provinces à hauteur de 20%, déjà frappe des griefs de non-fiabilité l'ensemble des prévisions et voire même des exécutions que les gouvernements provinciaux font dans le cadre de leur budget. Donc, je pourrais même bien leur dire, en ce qui concerne ma province, parce que quand je vois
les PIP, ce qui a été consacré à cette province qui est tellement stratégique, du fait qu'elle est attenante déjà à Kinshasa, elle contribue à nourrir Kinshasa, et peut aussi apporter d'autres avantages. Il n'y a pas grand-chose qui a été réservé pour cette province, mais nous ne plaidons pas tellement pour les investissements, les transferts qui viennent de Kinshasa, mais pour la mise à disposition des investissements, qui est une dimension qui est prévue dans la rétrocession. Si la problématique de la rétrocession n'est pas résolue, c'est que c'est les mécanismes de la décentralisation qui est tout à fait remis en cause. Je vais directement sur le second volet de la décentralisation, c'est les services déconcentrés. Les services déconcentrés, aujourd'hui, sont des parents pauvres, c'est la province qui fait en sorte pour les prendre en charge, c'est quelque chose. Mais je voudrais savoir, monsieur le ministre du Budget, la disparition des documents quand même essentiels, une documentation qui s'atterrit sur la prise en charge de ces services déconcentrés qui a disparu il y a 5 ans, parce qu'il y a 5 exercices que j'ai pu retrouver ces documents, et ça traduit la volonté du gouvernement du pouvoir central de se désengager dans le financement ou la prise en charge de ces services. Je cite, Monsieur le Président, sur le plan macroéconomique, je pense que mes prédécesseurs ont tout dit. Donc la surveillance des risques, notamment liés au cours des matières premières, sur lesquelles repose la tâche macroéconomique, il s'agit du cuivre et du cobalt, parce que les documents 7 qui portent les cartages macroéconomiques prévoient quand même une baisse substantielle des prix des dites matières. Donc les chocs exogènes sont à prévoir. Donc, de ce fait, je voudrais savoir quelles sont les mesures d'atténuation idoines de mitigation que le gouvernement prévoit pour faire face à ces aléas. Et enfin, y a-t-il un plan ou une feuille de route observée par le gouvernement pour diversifier notre économie? Parce que c'est la seule ici qui peut nous préserver de cette fragilité macroéconomique et permettre de protéger les réalismes de nos prévisions. Merci. Ici, je fais allusion à l'annonce du gouvernement au mois de juin dernier de la mobilisation de 70 millions de dollars pour la relance de l'AMIPA. Mais je vois là, à la page 6 de l'exposé du ministre de tout à l'heure, qu'il est prévu un montant de 130 milliards de francs pour la relance. Différentes interventions qui démontrent que quelquefois le budget sur certaines lignes sont un peu du copier-coller et qui devraient normalement répondre à un programme de gouvernement. C'est là où j'ai réitéré ma demande au ministre du Budget et au ministre des Finances de tenir régulièrement des ateliers qui devraient ramener sur la table les programmes des membres du gouvernement qui sont des ordonnateurs de budget, ainsi que ceux de budget annexe et les comptes spéciaux qui alimentent le budget de l'État et qui participent aussi aux dépenses. Et il est très important que le programme du gouvernement soit collé à des rubriques budgétaires qui doivent être exécutées et tenir compte des priorités. Alors les priorités, l'une des premières que j'ai pensé et que j'ai rappelé plutôt au gouvernement, c'est celui des équipements militaires, les camps militaires. On ne peut pas avoir nos forces de défense qui vivent dans la cité, dont les femmes vont au même marché que tous les autres. Eux, ils doivent avoir leur cantine, ils doivent avoir leurs écoles, ils doivent avoir leurs centres de santé, ils doivent avoir les autres équipements, dont notamment le logement dans les camps militaires, pour permettre à ce que l'armée puisse subvenir aux besoins de nos militaires et de nos policiers. Et je suis revenu aussi sur la question des routes, des infrastructures routières. Et effectivement, il y a une nette progression avec les montants de programme sino-congolais qui a été ajouté et qui relève fortement à plus de 2,2 milliards le budget dans la construction et autres. Mais je vais rappeler aussi que Kinshasa, par exemple, a besoin des travaux beaucoup plus titanesques. Même les 2 milliards pour toute la République ne sont toujours pas suffisants.
depuis quelques mois que le gouvernement a mis en place, le gouvernement provincial aussi, on ne voit pas encore les chantiers de route dans la ville de Kinshasa. Or, il y a un besoin urgent pour que ces travaux puissent commencer. Et donc, et puis j'ai rappelé que il faut arriver, je ne l'ai pas dit ici peut-être dans les détails, mais ce que nous poussons en tant que parlementaires, c'est que nous puissions avoir un programme semblable, parallèle au programme sino-congolais, mais qui sera destiné seulement aux infrastructures des villes. Les réseaux de drainage, les réseaux de distribution, ainsi que les routes dans les villes qui méritent d'avoir 10, 15, 30 millions de dollars sur les années qui viennent. Parce que nous y allons trop doucement. Vous avez vu la qualité aussi de nos infrastructures et nous rappelons que la qualité doit correspondre aux prix qui sont payés par le gouvernement pour avoir des infrastructures de qualité. Et puis, il y a d'autres points qui sont essentiels, c'est de faire les routes stabilisées qui coûtent beaucoup moins cher avec des matériaux locaux. Aujourd'hui, l'office de route ne fonctionne pratiquement plus. L'office des voiries et des drainages ne fonctionne plus. Pourtant, des contrats pourraient être faits en régie, ce qui coûterait moins cher. Et tant par l'OVD pour les voiries urbaines que par les routes nationales et provinciaux, etc. Mais il y a des matériaux locaux et j'ai donné une comparaison. Nous avons refait la route de Kisangani à Bunia à peu près à 28 millions de dollars et puis 10 millions de dollars d'entretien par mois. Mais aujourd'hui, le gouvernement a signé un contrat d'1,450 milliard de dollars pour la même route. Mais elle n'arrive pas à commencer parce que le montant est trop élevé. Il aurait fallu peut-être le fractionner et puis faire les autres parties en route stabilisée à du 50 000 dollars plus l'entretien. Ça aurait coûté moins cher que maintenant de nous bloquer la route avec un contrat où lorsque j'étais gouverneur, je n'arrivais même pas à exécuter des travaux là-dessus parce qu'il y avait déjà un contrat établi. Et puis la dernière chose, c'est les 50 millions de dollars que le gouvernement doit mettre à disposition pour la centrale de la Chopo à Kisangani. Tout à fait. Merci. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite, mais nous devons avouer que le gouvernement a fait un effort. Et cet effort-là a été souligné par les sénateurs et ils ont souhaité que cet effort continue. Mais comme nous représentons le Provence, nous avons essayé d'épingler les difficultés qu'il y a en province et les attentes de nos populations. Donc dans ce cadre-là, nous avons évoqué les problèmes qui vraiment dérangent nos populations. Il s'agit principalement des questions de connectivité, donc des désenclavements, donc des questions liées à la route. Et tous les sénateurs sont revenus là-dessus. Et moi-même, je suis intervenu aussi là-dessus pour rappeler au gouvernement que depuis plusieurs années, le gouvernement a acheté des équipements pour asphalter les routes. Que ce soit des centrales en OB, que ce soit des centrales de concassage. Mais ces éléments n'ont pas été tous installés. D'autres sont installés, mais ils ne sont pas opérationnels. Donc, il faut arriver à mobiliser 8,5 millions environ pour installer ce qui manque, les réparer là où il y a des problèmes et acheter des équipements d'appui pour permettre que, en travaillant seulement 8 heures par jour avec ces équipements qui sont un peu éparpillés à travers le pays, qu'on arrive à produire, à construire 1350 km de routes par an. Des routes asphaltées, je vais dire. Et si vous multipliez par 4, vous arrivez à 5400 km, ce qui va être énorme. Là, le gouvernement n'a rien à acheter parce que les équipements existent. Il suffit seulement de les installer et de les rendre opérationnels. Là, c'est ce que nous avons tenu à souligner. Et nous avons aussi voulu insister sur certains projets qui peuvent être bloqués du fait que
il y a des problèmes d'insécurité. J'ai fait mention de la route nationale numéro 17 qui va être financée par la Banque africaine de développement. La banque attend les études, mais ces études-là ne peuvent pas arriver à terme parce que le bureau d'études qui a été recruté ne peut pas continuer les travaux sur terrain parce qu'il y a l'insécurité. Donc nous avons sollicité que le gouvernement puisse mettre tout en œuvre pour régler ces problèmes d'insécurité afin de permettre que les bureaux d'études qui a été sélectionné à cette fin puisse terminer ses études et que nous puissions avoir une évaluation du coût du projet reliant Mongata, Bandundu, Bendela et allant vers l'équateur. La première phase, donc, c'est de 280 km. Ceci permettra que la BAD ait les montants le coût du projet et mettre à la disposition de la République les montants voulus. Donc, ce sont les deux éléments essentiels que nous avons mis à la disposition de l'Assemblée et que nous avons essayé d'attirer l'attention du ministre à ces sujets-là. Nous avons aussi voulu que les ministres et son équipe soient précis dans les termes, que les affectations des crédits soient vraiment précises pour éviter qu'on puisse mettre l'argent là où on ne sait pas. Et nous, ça ne nous facilitera pas la tâche en ce qui concerne les suivis et l'évaluation. Voilà en grande ligne ce que je peux dire de ce qui a été dit et de mon intervention dans ce cadre.